Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester les favoris de Booktube. C'est une thématique de vidéo assez classique en ce début d'année et le but, comme le nom l'indique, c'est de lire les livres favoris d'autres chaînes YouTube qu'on aime et de voir si ça devient certains de nos favoris aussi. Alors pour ça, j'ai regardé toutes les vidéos top de 2024 que j'ai trouvé parmi les chaînes que j'aime regarder. Et puis j'ai réussi à en sélectionner certaines qui correspondaient à mes critères de recherche parce que c'est sûr que je veux quand même maximiser mes chances de faire une bonne lecture. J'avais deux critères principalement. Le premier, c'était qu'il fallait que j'ai au moins 3 livres en commun avec la personne et par ça j'entends 3 livres que j'ai moi aussi lus et aimés ou adorés. Et le deuxième critère, c'était que parmi les livres que la personne avait que je n'ai pas lus, il y en a qui étaient soit déjà dans ma pile à lire, soit au moins dans ma wishlist. Parce que le but, c'est pas non plus de faire augmenter ma pile à lire à l'infini. Donc avec ces deux critères-là en tête, j'ai fait mes visionnages. J'ai d'ailleurs filmé pour la vidéo exclusive Patreon de février tous ceux behind the scene où je découvre les tops et où je fais mes sélections. Où parfois je me désespère parce que j'ai vraiment pas beaucoup de livres en commun avec les gens. Mais au final, j'ai quand même réussi à trouver 4 personnes qui remplissaient ces critères. L'an dernier, je pense que j'en avais 5. Mais je me dis 4, ça permet quand même de faire un bon vlog lecture et c'est des choix qui m'enthousiasment beaucoup en plus. Cette année, la nouveauté, c'est qu'en plus de faire des favoris Booktube, je vais aussi faire, je lis les favoris des couples. Comme vous savez, j'ai fait mon petit jeu où j'essaye de deviner leur meilleure lecture et je vais aussi en profiter pour faire une sélection de livres parmi les personnes avec qui j'ai le plus de livres en commun que je pourrais tester. Et puis, je vous ai aussi demandé, il y a un petit moment, de remplir un formulaire avec vos meilleures lectures de 2024, donc je vais aussi pouvoir faire une 3e vidéo où je teste vos lectures préférées. Donc un petit programme bien sympathique. On va plonger directement dans le vif du sujet et je vais vous présenter les 4 personnes que j'ai pu sélectionner avec mes critères et les livres que j'ai choisi de lire. On va commencer avec 2 personnes qui étaient déjà là l'an dernier. La première, c'est The Book Leo. Toujours très fan de sa chaîne, de l'atmosphère de ses vidéos et elle a plein de concepts super sympas. Et donc avec elle, j'avais 3 livres en commun et qui étaient tous des favoris pour moi, que ce soit de cette année ou d'années précédentes. Et parmi les livres qu'elle avait pas... Hello Freya. Parmi les livres qu'elle avait que j'avais pas lus, il y en avait 2 qui étaient déjà dans ma palle. Il y avait This is How You Lose the Time War qui a été traduit en français. C'est une romance avec un élément un peu de différentes temporalités au sein d'une guerre du temps. C'est à peu près ce que j'en ai compris. Et puis j'avais aussi Six Scorched Roses. Donc là, on est sur une novella dans l'univers de Nyaxia de Carissa Brown-Brent qui a écrit Le Serpent et le Descendant de la Nuit. C'est dur de retrouver les titres en français des fois. Je sais pas si lui est déjà traduit ou pas encore. Donc une petite romance avec des vampires, une romance temporelle. Alors je vous avoue que je suis pas encore 100% sûre duquel des deux je vais lire parce que les deux me tentent beaucoup. Les deux sont pas épais. Vous allez voir, j'ai été très stratégique dans mes choix pour cette vidéo. Donc je verrai lequel je prends au moment où j'attaque mes lectures. Peut-être que si je lis vite, je lirai les deux, c'est aussi une possibilité. La deuxième qui revient, c'est Cathy is Reading. L'an dernier, j'avais tous les livres en commun avec elle. Cette année, j'en avais que 3. Là, vous commencez à voir apparaître du Sanderson et je vous préviens, ça va pas être la dernière fois. Je pense que 2025, ce sera une année Sanderson. Je vous préviens. Mais donc, si on en revient à son top, il y avait un livre que j'avais déjà dans ma file à lire et qui me tentait énormément. Donc, c'est l'occasion parfaite de le lire. Et c'est le seul qui est vraiment conséquent en termes de taille de ma pile à lire, c'est The Sword of Kagan qui sort justement en français le 12 février, il me semble, au label Calix et la couverture qu'ils ont fait est trop belle d'ailleurs. Donc celui-là, on est sur de la fantasy plutôt épique et ce qui est intéressant, c'est que c'est un stand-alone, si on aime bien. En plus, cette autrice, je pense, j'ai aussi acheté un autre de ses livres, donc j'en ai 2 d'elle sans l'avoir jamais lu. C'est un petit peu un pari risqué, mais vu tous les avis que j'ai vus sur ce livre, je pense qu'il y a des grandes chances que je l'aime. J'espère juste que ce sera pas trop violent, c'est ma seule crainte. La prochaine personne, c'est Liv de Live in Books, qui est une chaîne et une personne que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais je suis très fan du contenu qu'elle fait. Et on avait 5 livres en commun, donc c'est quand même vraiment pas mal. Il y avait 2 choix possibles avec ça, qui étaient des livres qui sont dans ma wishlist. Donc je les ai pas encore
acheté ou dans ma pile à lire, mais j'avais l'œil dessus. Donc ça compte selon mes critères. Il y avait Home Before Dark de Riley Sager et il y avait Porcelaine sous les ruines de je sais plus qui. Porcelaine sous les ruines, je l'ai vu dans énormément de top cette année. Je pense que j'aurais pu l'inclure dans ma vidéo top de Patreon aussi. Il y avait une autre personne qui validait presque mes critères, qu'il avait mis dans son top également. Donc vraiment, lui, je pouvais pas passer à côté. Il m'intrigue énormément. Je sais même pas exactement de quoi il parle, mais c'est juste ce titre, cette couverture et l'engouement qu'il y a autour du livre qui m'intrigue beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et enfin, la dernière personne qui bat un peu tous les records cette année, c'est Cassandra de Cassandra Lynn Reid, qui est en fait une des meilleures amies de Katie's Reading. Donc j'ai découvert la chaîne de l'une grâce à l'autre. Et avec elle, j'avais 7 livres en commun. Et alors, merci Sanderson parce qu'il y en avait beaucoup, c'était ça. Et justement, dans les choix de son top que j'avais à lire, il y a le livre des radieux partie 2. Et là, je vous explique, c'est parce qu'elle a mis Word of Radiance dans son top, mais en français, il a été découpé en 2 livres. Le livre des radieux partie 1 et la partie 2. Moi, j'ai lu que la partie 1. Donc je me suis dit que la partie 2, ça pourrait être un choix. Mais sinon, j'avais aussi une option quand même plus facile et moins énorme à lire, qui est The Emperor's Soul, qui est une novella dans le même univers, qui était aussi dans son top, et qui, encore une fois, n'est pas très épais. Ce serait parfait. Vous voyez, comme je vous disais, je suis pas allée avec des gros livres. Même si j'ai quand même lui, et puis Porcelaine sous les ruines, je sais pas quelle taille il fait, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu. Et donc Emperor's Soul, c'était un livre que j'avais prévu de lire aussi éventuellement, vu que, vous le savez, je veux lire tous les Sanderson un jour. Je sais pas vraiment où est-ce qu'il se place par rapport à tous les livres. Je pense que c'est quand même dans l'univers rapproché de Mistborn, de Fils des Brumes. Mais si ça se trouve, je me trompe. Parce que c'est compliqué à suivre des fois Sanderson. Donc c'est ça le programme lecture de cette vidéo. Je suis pas encore sûre d'avec lequel je vais commencer. Donc je vais prendre le temps d'y réfléchir un petit peu encore, ce qui vous laisse le temps de vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé. Et c'est parti pour ce vlog lecture. La saga de moi, Freya et le fauteuil continue. Je me suis fait une petite place pour essayer de m'asseoir sans la faire partir et pour vous parler de mon début de lecture de Six Scorched Roses. J'ai lu presque un tiers du livre, alors ça me prendra pas longtemps à le lire, il fait quand même moins de 200 pages. Mais je me suis dit que je voulais quand même vous faire une update de début de lecture pour vous donner mes premières impressions. Donc on est dans le même univers que les Couronnes de Nyaxia. Si vous connaissez pas, c'est une romantaisie avec des vampires quand même assez sombres, avec un côté compétition mortelle et tout ça. J'avais vraiment bien aimé la duologie. Et là, on est du côté plus humain de l'univers. En gros, les vampires sont sur un continent ou un pays particulier, principalement. Et il y a d'autres endroits où il y a beaucoup plus d'humains. Là, on est dans un endroit où il y a beaucoup plus d'humains. Et plus particulièrement dans une région qui a été maudite par un dieu. Et les gens meurent d'une espèce de maladie étrange. Genre, ils perdent leur peau, ou ça fait de leur peau, ça fait de la poussière. Je sais pas, à la fin, elle dit que genre il y avait tellement de peau sur le sol qu'elle a passé une demi-heure à la nettoyer. Genre,
ça a pas l'air très fun comme façon de mourir. Et notre héroïne a une sœur plus jeune qu'elle qui a cette maladie-là et elle va chercher désespérément un moyen de la guérir. Alors elle a fait des études en médecine et tout ça, et la façon dont elle a trouvé espoir, c'est d'aller récupérer du sang de vampire pour faire des analyses et pour essayer d'en sortir un remède. Et il se trouve qu'il y a un vampire un peu exilé qui habite pas trop loin de chez elle, et elle va donc aller le voir et faire un marché avec lui où elle lui donne 6 roses en échange de 6 fois où elle peut lui prélever du sang, et en lui disant que les roses ont un pouvoir spécial qu'elle lui révélera à la fin. Et le vampire, pour des raisons peut-être d'ennui ou de curiosité, va accepter ce marché. Vous voyez, j'ai lu sur les 2 premières roses, là je vais attaquer la partie sur la 3e. Pour l'instant on était vraiment beaucoup plus sur l'installation de l'univers et tout ça. Même si il y a déjà eu une scène spicy, alors pas entre l'héroïne et le vampire, mais entre... Disons qu'elle assiste à une scène entre le vampire et une visiteuse qu'il recevait. Ah, et ben dis donc, tout d'un coup, ça change un petit peu la vibe. On était sur un truc quand même assez sombre. Quand elle va lui offrir le marché avec les roses, ça faisait un très ambiance La Belle et la Bête dans le manoir isolé de la bête, avec les vieux tableaux et tout ça. Puis même l'histoire des... C'est un pacte à cause d'une rose. Ça me fait forcément penser à La Belle et la Bête, même si l'intrigue est très différente au-delà de ça. On retrouve quand même l'univers assez sombre aussi de la duologie des couronnes de Nyaxia. Et même si je pense la première partie sur la première rose, j'avais du mal à accrocher, j'étais pas trop sûre de l'écriture ou de ce que je pensais. Là maintenant ça va mieux. Pour la deuxième partie je commençais à être vraiment bien dedans. Donc je suis quand même assez confiante pour la suite, même si je serais surprise que ce soit un coup de cœur, ça pourrait quand même être une bonne lecture. J'aime bien que l'héroïne ait 30 ans aussi, qu'elle soit pas super jeune. Alors après c'est toujours peut-être à cause de mon propre grand âge. Et je pense que elle est codée comme sur le spectre de l'autisme. Parce qu'il y a plusieurs fois où c'est répété que elle comprend pas les expressions faciales des gens, qu'elle a dû apprendre à détecter certains signes, qu'elle n'arrive pas à avoir les bonnes tonalités, qu'elle doit toujours réfléchir à qu'est-ce qu'elle dit avec son visage, qu'elle est vue comme quelqu'un de très froid, enfin plein de traits qui peuvent se rapprocher d'un TSA. Alors peut-être que c'est moi qui lis trop de choses là-dedans, mais vu le nombre de fois où c'est répété, j'ai vraiment l'impression que c'était quelque chose qu'on voulait nous faire comprendre. On sait pas encore grand-chose sur le personnage masculin, parce que c'est un beau, séduisant, mystérieux vampire. Mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va lui révéler sur les roses, si au final c'était un peu une arnaque, leur pouvoir spécial ou quoi, j'ai hâte de voir. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que l'héroïne, elle était censée mourir jeune, elle était une enfant vraiment très très fragile, puis au final elle a survécu à plein de monde, et au final c'est sa sœur qui est encore plus malade qu'elle, donc elle a aussi un rapport particulier avec la mort qui fait qu'elle n'a pas nécessairement peur de mourir ou quoi, parce qu'elle était persuadée qu'elle aurait déjà dû mourir. Là maintenant tout ce qu'elle souhaite faire c'est sauver sa sœur avant que ça lui arrive. Je sais pas, j'imagine qu'elle va être transformée en vampire quand même d'ici la fin du livre. J'imagine, mais on verra. J'ai terminé Six Court Roses et je dois dire que je suis un petit peu déçue quand même. Même si c'était pas une mauvaise lecture, même si c'était sympa, ça avait rien d'extraordinaire non plus. Il y a quand même des choses qui se passent vachement vite, dû au format novella. Et peut-être ça m'a pas laissé le temps d'assez m'engager auprès des personnages ou quoi, mais c'était bien, mais c'était pas waouh. Je dirais que c'était un 3,5 sur 5. On a les éléments de la romance, on a un petit peu d'intrigue, mais c'est quand même très léger. Ça vient juste expliquer pourquoi en fait les personnages qui sont là où ils sont vont se retrouver où ils vont être dans la duologie principalement. Le format novella ne permet pas trop d'explorer des choses, même si quand même l'autrice a réussi à mettre pas mal de trucs. Mais voilà, je pense pas que j'avais des attentes particulières par rapport au livre, donc je peux même pas dire que mes attentes ont été déçues ou quoi. Mais il me manquait quelque chose pour que vraiment j'apprécie beaucoup la lecture. Il y a des petites choses qui m'ont frustrée, vraiment des petits trucs, mais ça m'a frustrée quand même. Par exemple, à un moment, le vampire Veil va sauver la fille de Bandit et elle reste chez lui pendant 3 jours endormie, je pense. Puis après, elle reste encore une semaine. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il se passe des petites choses ou c'est plus tard? Non, c'est plus tard. Mais dans tous les cas, elle passe du temps chez lui là. Et il n'y a aucun moment où ça parle du fait d'aller se laver ou changer de vêtements ou des trucs comme ça. Je sais que c'est un détail et que c'est pas hyper important, mais ça me dérange quand même que tout ce côté-là soit absent, alors qu'il y a d'autres détails qui sont présents. Et un peu plus tard, pareil, elle est genre couverte de sang, elle a passé la journée à
faire des choses qui impliquent des corps. Je peux pas trop donner de détails, mais quand même. Et puis c'est là qu'ils vont coucher ensemble, alors qu'elle doit être couverte de sang, de cendres, elle doit puer la mort. Lui, il est hyper blessé. Ça vous dirait pas de prendre une douche avant de vous laver, quelque chose? Vraiment des petits trucs. Et il y avait une autre chose aussi, c'est que elle est une fille de fermier. Son père est mort quand elle était ado, sa mère était déjà morte. Et pense pas qu'il y ait un système de bourse dans cet univers-là, mais elle a pu aller à l'école pendant 6 ans à l'université et apprendre des trucs de médecine et tout ça. On sait pas de quoi elle vit avec sa sœur non plus. Il y a vraiment trop de trous, en fait, pour moi. Pas au niveau des points principaux de l'intrigue, mais au niveau de toute la chair autour qui fait qu'une histoire est quand même bien construite. Pour moi, il y avait vraiment du manque par rapport à ça. Après, la romance entre Lilith et Veil, elle était sympa, c'est sûr, encore une fois, c'est assez rapide. J'ai rien à redire là-dessus, c'était bien, c'était assez sain, voilà, rien de mal à en dire, mais j'ai pas non plus été touchée ou hyper emportée ou hyper investie dans ce qui leur arrivait non plus. Donc le premier livre de ce vlog, petite déception. On va espérer que le prochain, ça se passe mieux. Je me suis décidée à continuer ce vlog avec Porcelaine sous les ruines que j'ai en e-book et hier j'en ai lu 30% et franchement j'ai eu trop du mal à m'arrêter. J'étais vraiment à fond dans l'histoire. Je me suis retrouvée immergée super rapidement. Alors le premier chapitre j'ai eu du mal parce que j'avais pas lu le résumé du livre du tout. J'avais aucune idée de quoi ça parlait. Et c'était assez mystérieux. Alors au début je me suis dit que je comprenais rien. Qu'est-ce qui se passait? Qui en était? Ensuite j'ai eu l'impression de comprendre un petit peu, puis après je me suis dit ok, je pense que c'est une génie qui s'est retrouvée bannie dans le monde des humains parce qu'elle a accordé trop de vœux. Je suis allée voir le résumé parce que je me suis dit ça se trouve c'est pas du tout ça, et oui c'était ça, j'avais bien compris. Donc on a le personnage d'Alba qui était le génie de l'immaculé, donc de tout ce qui est blanc, les ours polaires, la neige, d'autres choses blanches que je ne vais pas nommer. Pourquoi j'ai pensé à ça, je ne sais pas. En tout cas, de tout ce qui est blanc. Et elle vivait avec une famille d'humains à qui, à un moment, elle aurait accordé trop de vœux. Et du coup, les génies l'ont bannie et elle a plus de pouvoir, à part certaines choses très minimes. Elle est quand même pas capable de mourir, donc elle a plusieurs millénaires d'existence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un aspect science-fiction un petit peu parce qu'on la retrouve dans une terre futuriste, dans notre futur plus ou moins proche. L'humanité a continué à détruire la Terre. Et une fois qu'ils ont fini, ils ont décidé de migrer vers d'autres planètes. Donc il y a eu un grand exode des humains
dans l'univers. On n'a pas trop de détails là-dessus, on sait juste qu'ils sont partis. Mais il reste quelques humains sur Terre, dont ceux qui vivent autour d'Alba. Elle a, au fur et à mesure du temps, pu racheter aux gens qui partaient en fait leur terrain. Et donc elle se retrouve comme la lady d'un archipel d'îles qui représente à peu près l'Irlande. Et je dis archipel parce qu'en fait il y a eu une grande montée des eaux, la terre a été envahie sur plein d'endroits et tout, donc maintenant vraiment l'humanité, ou en tout cas les gens qu'on suit, sont sur des petites îles, donc l'Irlande, et puis il y a aussi ce qui est devenu l'Angleterre. Et les gens qui sont restés sur Terre, qui n'ont pas voulu partir ou qui n'ont pas pu, ils se retrouvent à vivre une vie qui est beaucoup plus moyenâgeuse, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de transport automobile, vraiment on est retourné à la base de la base. Je sais pas ce que ça donne niveau médecine, mais pour ce qui est de la vie du quotidien, c'est vraiment, voilà, médiéval un petit peu. La particularité, c'est qu'il y a un secret que Alba possède, qu'on connaît pas encore, qui fait que sur ces îles, elle est capable de faire pousser des fruits et des légumes, ce qui est un gros avantage dans un monde un petit peu post-apocalyptique. Et donc elle vit certaines tensions avec ses voisins, notamment la future Angleterre, dont j'ai oublié le nom, qui voudrait s'approprier son secret. Comme ils sont pas encore sûrs de vouloir y aller avec la force, parce que ça me soulèverait quand même pas mal de tensions avec tous les états survivants, ils vont décider d'y aller un petit peu plus subtilement en envoyant quelqu'un de leur conseil sur l'île d'Iberia, qui est l'île d'Alba, pour essayer de la convaincre de donner son secret. Et donc ils décident d'envoyer Lethan, un de leurs membres du conseil qui est super beau, irrésistible et tout ça, pour soit convaincre Alba de se marier et qu'ils puissent donc s'allier, et donc elle partagera son secret, soit qu'il le découvre en cachette son secret et le lui vole. Donc dans tous les cas, il est là un petit peu pour l'arnaquer. Alba, bien sûr, elle s'en rend compte de suite, donc il se déteste vraiment très rapidement, parce que lui, il voit que elle réagit très mal à son petit jeu, elle sait ce qu'il a comme idée derrière la tête, donc vraiment, il se déteste, et c'est vraiment fun parce que t'as des chapitres dans la tête de chacun d'entre eux, donc tu vois vraiment comment ils considèrent l'autre, versus comment l'autre se considère lui-même, et c'est intéressant de voir comment ça peut être différent, ou qu'est-ce qu'ils essayent d'atteindre comme objectif versus comment c'est reçu. Donc j'aime vraiment beaucoup leur dynamique et qu'est-ce qu'on perçoit de cette dynamique-là. Puis l'histoire pourrait aller dans tellement de directions différentes parce que t'as tout le côté science-fiction avec ce secret pour réussir à faire pousser des plantes qui pourraient changer un petit peu le futur des autres îles ou la dynamique politique. Et de l'autre, t'as tout le côté génie qui a été banni et tout, donc je sais pas dans quelle direction l'histoire va partir. Je me suis même demandé si Lethan lui-même c'était un génie, parce que quand on est dans sa tête, t'as l'impression qu'il a beaucoup de secrets dans son passé aussi, qu'il a une perspective assez particulière sur le monde. Donc je me pose vraiment beaucoup de questions. Donc il y a vraiment encore plein de choses qui peuvent se développer et j'ai été prise dans l'histoire très rapidement, que ce soit les personnages, l'univers, l'écriture. Je passe vraiment un super bon moment. J'ai qu'une hâte, c'est de m'y replonger, de voir où est-ce que ça va aller. Donc pour le moment, je suis très contente de cette lecture. Side note pour vous dire que Freya et moi on continue notre bataille rangée pour qui va avoir le fauteuil. Ça fait 3 minutes qu'elle est là et qu'elle bougeait pas même si j'essayais de m'asseoir. Mais ça y est, elle s'est fait une raison. Quand même, c'est mon fauteuil. Je vous retrouve puisque j'ai terminé Porcelaine sous les ruines. Ça aura été une lecture très rapide même si ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce qu'il y a eu plusieurs jours où j'ai pas eu le temps de le lire, mais quand je l'ai lu, je suis passée de 30% à j'ai tout fini. C'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup plu. J'ai aimé énormément d'aspects dans l'histoire, à la fois, comme je vous disais, l'univers, les personnages, les dynamiques entre eux, où va l'intrigue. Mais il me manquait des petites choses pour que ce soit un coup de cœur. Notamment, j'avais vu venir de très loin toutes les révélations ou les plot twists. Tout ça, je les avais vu venir depuis le tout début. Donc l'effet de surprise que ça aurait pu provoquer n'était pas là pour moi. Deuxièmement, et ça j'ai un peu de mal à l'expliquer, mais je vais essayer quand même, c'est que je trouvais qu'il y avait un niveau de profondeur ou de complexité
qualité qui manquait à l'histoire pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Je pense qu'il y a deux façons pour qu'un livre devienne un coup de cœur pour moi. C'est soit je vais y aller à fond émotionnellement dans les personnages, dans leurs relations, vraiment je vais être investie à 200%, soit parce que l'univers, la construction du livre, l'écriture vont vraiment être incroyables pour moi. Je pense que c'est un peu les deux sphères qui, des fois, s'entrecoupent aussi, qui me permettent de dire qu'un livre est un coup de cœur. Et là, il me manquait quelque chose au niveau de la structure de l'histoire, au niveau de comment l'univers est expliqué, de tout ce qui se passe. Je trouvais que ça restait assez classique par certains aspects et ça venait pas assez me chercher pour que nécessairement je sois comme j'adore, c'est incroyable ce livre et tout ça. Oui, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un très bon livre. J'ai passé un super bon moment. Il y a plusieurs passages que j'ai adorés. Et comme je vous disais, le concept de base me plaît aussi beaucoup. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait que ce soit un petit peu plus creusé sur certains aspects pour vraiment que ce soit le wow total. Donc, au final, quelle note je mettrais à ce livre? J'hésite entre un 4 et un 4,5. Mais 4... j'ai l'impression que c'est peut-être pas assez... on va dire 4,25. J'en suis rendue là. J'en suis rendue à faire des points 25 dans mes notations. Plus ça va, plus il y a des paliers. Un jour, je vous dirai, c'est du 4,168 sur 5. Non, mais là, on est sur du 4,25. Du coup, pour ce livre-là. Ce qui est vraiment très bien. Je regrette pas du tout de l'avoir lu. Par contre, il y a un truc que je voulais mentionner, c'est que, en fait... j'avais compté ce livre-là comme tiré de la vidéo d'Olivia Living Books, mais il aurait aussi pu être tiré de la vidéo de Salomé Piperdemi. Je vous explique, ma vidéo Patreon pour le mois de février exclusive, c'est le behind the scenes de cette vidéo-là. Donc comment est-ce que j'ai sélectionné les livres que j'ai choisi de vous présenter. Je regarde les vidéos des autres, je dis qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on n'a pas en commun, je découvre au fur et à mesure, donc j'ai filmé tout ça. Et au moment où je faisais le montage et où je regardais ce que j'avais en commun avec Salomé Piperdemi, je me suis rendu compte que, en fait, en comptant les mentions spéciales, ce que j'ai fait pour d'autres vidéos, on avait 5 livres en commun et que dans ces autres livres, il y avait aussi Porcelaine sous les ruines qui était dans son top et que donc j'aurais pu piocher comme recommandation. Sauf qu'au moment où j'avais regardé sa vidéo, j'étais pas encore sûre de si je m'autorisais à aller dans les wishlists et pas les livres que j'avais déjà dans la palle, mais au final, j'ai choisi d'aller avec Porcelaine sous les ruines. Tout ça pour dire que techniquement, Salomé aussi rentrait dans les chaînes avec qui j'avais plus de 3 livres en commun et un livre dans ma wishlist pâle que je voulais lire. Donc je voulais le dire juste officiellement dans cette vidéo, au cas où ça intéresse certaines personnes, juste par souci d'équité envers toutes les personnes qui ont participé, sans le savoir, à mon processus de sélection. Et donc, maintenant que j'en ai fini avec Porcelaine sous les ruines, je vais pouvoir passer avec la 3e lecture de cette vidéo. J'ai entamé The Emperor's Soul, ma 3e lecture pour ce vlog. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse l'update maintenant parce que sinon j'allais oublier et j'allais finir le livre sans la faire parce que je suis déjà à fond dedans. Et c'est une novella qui fait 130 pages à peu près, j'en suis déjà à la page 60. Donc comment vous dire que c'est certain que je le termine aujourd'hui. Et ça me fait mon Brandon Sanderson du mois. Donc je suis très contente de ce choix de lecture. À première vue, c'est pas trop relié à l'univers Mistborn et tout ça, mais comme c'est un livre qui compte dans la Cosmere, j'imagine qu'il y a un lien et qu'on retrouve l'investiture d'une façon ou d'une autre. Je vais essayer de résumer le livre de façon assez simple. On a Shai qui est une forger, une
forgeuse, une forgeronne, qui est capable de transformer l'essence même des objets grâce à d'espèces de gravures symboliques qu'elle peut mettre dedans. Donc, par exemple, elle veut réparer une vitre et la vitre, à un moment, elle se rend compte que dans un coin, il y avait du verre coloré. Donc, elle va réécrire un peu l'histoire de la vitre pour lui faire croire qu'elle est comme un vitrail de plein de couleurs. Elle va mettre le tampon avec les écritures sur la vitre et la vitre va se transformer parce qu'elle va comme croire en sa nouvelle histoire. Donc, ça part du principe que les objets ont une âme ou un souvenir ou une espèce de... Je sais pas si conscience est le bon mot, mais comme ils savent ce qu'ils sont, genre la table ne se considère plus comme un arbre, mais se considère comme une table. Le mot considérer étant à prendre avec des pincettes. Et il se trouve que Shay a été arrêtée parce que elle a essayé de voler un sceptre et un tableau qui appartenaient à l'empereur. Donc ils sont prêts à l'exécuter, sauf que il se trouve que l'empereur a été victime d'une tentative d'assassinat et qu'il est comme dans une espèce d'état catatonique, genre ils ont réparé, reconstruit son corps, mais son esprit est plus là. Et donc ils vont lui demander à Shay, en échange d'avoir la vie sauve, de faire quelque chose de quasiment impossible, qui est de forger une nouvelle âme à l'empereur. Parce que tu peux transformer quelqu'un aussi en le forgeant, donc en mettant une estampe sur son corps, mais pour ça il faut bien le connaître, il faut connaître son histoire, parce qu'il faut que la personne adhère au changement d'une façon ou d'une autre. Genre elle pourrait pas faire croire à l'empereur qu'il est une jeune fille paysanne par exemple. Donc elle doit apprendre toute l'histoire de l'empereur pour essayer de lui recréer une âme. Ce que je trouve vraiment encore une fois une idée fascinante de Brandon Sanderson. Je pense qu'on nous a peut-être pas tout dit sur les intrigues politiques qu'il y a à l'arrière de tout ça. Shay est un personnage vraiment intéressant, on est dans sa tête, donc on voit vraiment comment elle pense et tout, et j'aime beaucoup ça. Et l'autre personnage qu'on suit un petit peu, c'est Gaotona, qui est un des conseillers de l'empereur et qui vient la voir et discuter avec elle. Bien sûr, elle est emprisonnée, elle peut pas sortir de sa pièce, ils ont mis en place des choses pour pas qu'elle puisse s'échapper, donc elle a pas trop le choix de continuer. Et en même temps, elle sait que très probablement ils vont la tuer une fois qu'elle aura fini son travail. Donc, elle doit aussi trouver un moyen de s'échapper. Pas mal de choses qui se passent dans une novella, mais pour le moment, Brandon Sanderson s'en sort très bien. Je passe un super bon moment et j'ai qu'une hâte, c'est de m'y replonger. Mais c'est l'heure du goûter, donc on va faire des petits cookies et un thé pour accompagner la lecture. Je vous retrouve dans mon petit pyjama. Est-ce que vous avez la référence? Ou est-ce que je suis trop vieille? Whatever. Je vous retrouve pour vous donner mon avis final sur The Emperor's Soul. Et je suis vraiment embêtée. Je sais pas si c'est un 5 étoiles ou non. J'ai adoré. J'ai adoré. Mais je suis comme, est-ce que c'est un 4,5, 475 ou un vrai 5 sur 5? Je suis toujours en réflexion là-dessus. On dirait que ça me coûte quelque chose de donner un 5 étoiles à un livre. C'est ridicule. C'est ridicule, ça ne me coûte rien, je peux le faire si je veux. Et des fois, j'ai peur de mettre le standard trop haut pour donner un 5 étoiles. Il faudrait que je fasse une analyse poussée de mes critères. Je sais que j'ai déjà parlé un peu plus tôt de qu'est-ce qui fait un 5 étoiles. Il faudrait que je pousse plus ma recherche là-dessus. Mais bref, ce livre-là, j'ai beaucoup aimé. Apparemment, il se passe au même endroit qu'un autre livre de Brandon Sanderson, mais alors je l'avais pas compris. Je l'ai compris avec les afterwords, la petite note de l'auteur à la fin des livres, comme quoi c'est utile de les lire. Mais qu'on le sache ou qu'on le sache pas, ça change pas grand-chose à l'histoire. J'ai tellement aimé, encore une fois, le système de magie présenté par Brandon Sanderson, qui là est inspiré, comme il le dit, par les tampons signés. Qu'est-ce qui est le bon mot pour dire ça? Les stamps
vous savez, les marques, et c'est pas possible, je trouve plus mes mots. Les cachets, non? Le cachet, c'est la cire. Comment s'appelle le truc que tu mets pour faire le cachet de cire? Un seau. Un seau, c'était ça le mot que je cherchais. Donc, c'est inspiré par le fait qu'il a visité un musée sur différentes cultures asiatiques. Et il y avait beaucoup de sceaux qui avaient été placés sur différents objets, des sceaux pour dire que l'objet appartenait à tel empereur ou quoi. Et il a trouvé l'idée intéressante de ces sceaux placés sur les objets. Ça a germé dans son esprit pour se transformer en sceaux de l'âme, qui permettent de transformer les objets, et même, comme là, le personnage principal va essayer de le faire, de transformer l'âme de quelqu'un, de créer l'âme de quelqu'un. Je trouve vraiment que l'imagination de cet auteur est incroyable, et les univers qu'il fait sont tellement bien construits et tellement logiques. Pour moi, ça représente complètement la phrase « La magie, c'est la science qu'on n'a pas encore su expliquer ». C'est vraiment ça que Brandon Sanderson écrit, et je me régale. J'ai aimé le personnage, j'ai aimé être dans sa tête à Shai. J'ai aimé comment l'histoire évolue. En fait, je pense que le seul truc qui me fait hésiter à lui donner un 5 étoiles, c'est que c'est une novella, et peut-être que j'aurais aimé en avoir encore plus, mais en même temps, Sanderson arrive vraiment à faire une histoire complète, qu'on comprend bien, et quand même assez complexe en très peu de pages, et ça aussi c'est fort. Vous savez quoi? Je vais lui mettre le 5 étoiles. C'est décidé. D'en parler avec vous, ça m'aura aidé à prendre un petit peu de perspective par rapport à tout ça. Et oui, je vais lui mettre un 5 étoiles et je suis trop contente de l'avoir lu. La bonne nouvelle, c'est donc que j'ai adoré. La mauvaise nouvelle, c'est que c'était mon dernier Sanderson court que j'avais à lire, que j'ai sur mes étagères. Donc maintenant, il va falloir que je repasse à ces briques de 1000 pages qu'il écrit. Souhaitez-moi bonne chance. Et je vais pour ce vlog pouvoir attaquer avec ma dernière lecture maintenant, et je pense que c'était celle qui m'intriguait le plus. On vient de finir une petite session de reading sprint et j'ai lu une centaine de pages dans The Sword of Kaigen. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite update tant que tout est frais dans ma tête. C'est un univers qui est quand même très complexe à suivre au début, donc il y a des choses, j'ai juste oublié l'idée de retenir tout parce que je me dis ce qui est important, ça finira par se placer. Mais genre pour vous donner une idée, ça c'est un peu la structure sociétale, ça c'est les différents pouvoirs que les gens peuvent avoir. Il y avait une carte au début aussi. Les noms, nécessairement je suis moins familière avec ce type de structure de noms aussi, donc c'est un petit peu plus difficile à retenir. Tout ça pour dire que le world building est dans ce livre et ça me faisait un petit peu peur. Mais au final, après avoir lu une centaine de pages, je peux vous dire que je suis à fond dedans. J'aime vraiment beaucoup. Je suis pas sûre de qu'est-ce que je peux dire sans que ce soit spoilant, mais sachant que ça se passe quand même dans les 100 premières pages du livre. Et je sais même pas
Oui, ça en dit quand même pas mal dans le résumé derrière, donc je pense que je vais en parler. On suit 2 points de vue, ce qui est vraiment le fun, et c'est assez original les 2 points de vue qu'on suit, parce qu'on suit un fils et sa mère. Donc on a Mamoru qui a 14 ans et qui va dans une espèce d'école d'élite de l'île. Sword of Keigen, c'est le nom de la région dans laquelle ils sont. Et il va dans une école où ils apprennent vraiment à être guerriers à fond. Dans cette école-là, ils font des heures d'entraînement d'épée par jour, ils font des entraînements de leur magie aussi parce qu'ils ont le pouvoir de manipuler l'eau. Donc, par exemple, ils peuvent faire des lances ou des épées de glace et tout ça pour se battre. Donc Mamoru a toujours vécu avec cette idée que il faisait partie des meilleurs guerriers, que genre toute cette histoire d'honneur familial, de la valeur qu'ils avaient, qu'ils étaient vraiment les sauveurs de l'Empire et tout. Et puis il y a un élève, Kwang, qui arrive du continent, qui arrive d'un endroit moins isolé, qui vient un petit peu bouleverser toutes ses croyances et en gros lui faire réaliser que tout ce qu'il apprend dans ses cours d'histoire, en fait, c'est de la propagande et que c'est pas vrai. Donc là, il est vraiment complètement bouleversé dans toutes ses croyances. Et donc déjà, d'un côté, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va l'amener à se questionner. Et en même temps, je pense qu'il va falloir un élément déclencheur extérieur pour que vraiment l'histoire bouge. On en est toujours dans la mise en place. De l'autre côté, on a Misaki, qui est la mère de Mamoru. Elle a aussi eu 3 autres fils qui sont plus jeunes. Mamoru, il a 14 ans. Et elle, ça m'intrigue vraiment beaucoup, son personnage, pour le coup. Parce que on la voit, et c'est vraiment triste et difficile à lire un petit peu, elle est devenue mère de famille, et on comprend que pour elle, ça veut dire avoir renoncé à tout ce qu'elle était. Elle parle plus du tout de son passé. Elle est vraiment éteinte, en fait, comme personne, et un peu à la merci de son mari. J'ai pas l'impression qu'il y a de la violence physique, mais il y a dû y avoir de la violence psychologique et beaucoup d'interdictions qu'elle a, en fait, pour préserver l'honneur de la famille et tout ça, encore une fois, et pour rester dans son rôle, parce que les femmes n'ont pas le droit de manipuler des armes, les femmes n'ont pas le droit de faire ci, les femmes n'ont pas le droit de faire ça. Le rôle des femmes, c'est de faire des garçons, pas des filles, hein, des garçons. Et elle en a fait 4. Donc on pourrait se dire que son mari est content, il est très reconnaissant et tout, mais non. Il continue à la traiter bof-bof. Et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est comment est-ce que Misaki a pu accepter cette vie-là. Parce que Misaki vient d'un autre endroit et elle a connu la liberté. On a plusieurs indices comme quoi c'était probablement une grande guerrière, une grande théonite, qu'elle avait vraiment beaucoup de pouvoir et elle sait que ce qui se dit sur l'île est pas vrai. Elle a vécu avec des gens d'autres pays, genre, elle a vraiment été ouverte au monde et à la modernité. Et là je me dis pourquoi est-ce qu'elle a accepté de se marier avec ce gars-là et de voir sa vie diminuer à ce point-là, à un point où elle n'est pas du tout heureuse et où elle a enterré toute une partie d'elle. Ça fait beaucoup de peine, mais je me pose surtout la question pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là ? Et la dernière chose que je peux vous dire, et qui m'a beaucoup surpris, c'est que je pensais qu'on était dans un espèce d'univers fantasy un peu type médiéval, mais en fait, il y a des télés et des téléphones cellulaires, il y a des satellites dans l'espace, il y a beaucoup de modernité dans l'univers. C'est juste qu'elle est beaucoup moins arrivée sur la Sword of Keigen, cette région-là du pays. Genre, ils ont des équivalents, on va dire, des téléphones portables, et ils disent qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes sur l'île qui en ont. Alors, ils ont l'air de tous avoir des télés, alors que dans les autres coins du monde, ça a l'air beaucoup plus moderne. Donc, il y a vraiment ce côté isolé et arriéré, on va dire, parce que je comprends que dans le reste du continent aussi, les femmes ont beaucoup plus de droits. Donc c'est comme s'il y avait ce petit endroit qui avait été préservé culturellement et qui n'avait pas évolué pendant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, et dans lequel on avait continué à pousser certaines croyances guerrières. Tout ça, je trouve que c'est hyper bien écrit, hyper intéressant. J'ai hâte de voir quel va être l'élément de déclencheur extérieur, comme je vous disais, qui va un peu venir bouleverser l'ordre établi, même si pour Mamoru, ça a commencé intérieurement avec le fait qu'il se rend compte qu'on lui a menti toute sa vie. Donc un très très bon début. Le livre est vraiment gros, il y a le temps qu'il se passe beaucoup de choses, et j'ai très hâte de le continuer. A few moments later. Écoutez, je m'arrête de lire The Sword of Keigen parce que je pleure trop, je suis plus capable. Quand je ferai un tag ou quoi, et que je me souviendrai plus de quel livre m'a fait pleurer cette année, vous me rappellerez que c'était lui. Oh putain. Ça fait peut-être
3 heures presque que je lis non-stop, il doit être minuit passé, voire 1h du matin. J'arrivais plus à m'arrêter. J'en suis à page 350. J'ai dépassé la moitié et il s'est passé tellement de choses. Mais je vous en parlerai demain, je pense. Je vais essayer de me remettre dans mes émotions. Regardez comme je l'ai avancé vite ce livre. J'ai dépassé la moitié. Plus capable de m'arrêter hier, vraiment. Puis vous l'avez vu, j'étais dans tous mes états. Et là j'ai peur de le reprendre parce que la partie intense émotionnellement n'est pas terminée nécessairement. Et c'est possible que je repleure encore une fois. Mais waouh! Waouh! Je m'attendais à ce qui se passe. Enfin, en partie. On va dire une partie de l'action, je m'attendais à ce que ça se passe parce que c'est quand même l'ambiance du livre et tout. Mais je m'attendais pas à ce que ça se passe là et je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Et je suis choquée et j'ai trop aimé. Même s'il y avait des... il y a des moments violents dans le livre quand même, je vais le dire, même si c'est un peu spoilant parce qu'il faut le savoir. C'est souvent comparé à Avatar rencontre la guerre du pavot, de Poppy War, et je comprends vraiment pourquoi, parce que il y a quand même l'aspect militaire qui est hyper important, il y a le côté un peu avec l'énergie aussi que tu canalises pour être encore plus puissant, et il y a tout ce côté guerre aussi un peu qui vient jouer une part importante. Je pense pas que c'est un spoiler vu que c'est A Theonite War Story, qui a le mot guerre dans le titre, n'est-ce pas? Il se passe beaucoup de choses. Dans toute la partie que j'ai lue, on continue à explorer le passé de Misaki et on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'elle a choisi de devenir juste cette créatrice de fils, parce que c'est vraiment juste à ça qu'elle sert, c'est à pondre des garçons, parce qu'en plus les filles, on veut pas ça. Et elle en a quand même une 4 de garçons, donc elle a bien réussi. Et ça c'est toujours dur à voir parce que on voit comment elle était dans le passé, la personne dynamique et la combattante qu'elle était. Et puis on la voit dans le présent extrêmement diminuée, réduite vraiment à ce rôle-là de femme servante, parce qu'en plus elle doit faire tout ce qu'il lui dit, elle n'a pas le droit de s'opposer à lui, et lui il l'ignore complètement, genre ça fait vraiment mal au cœur. Et ça reste difficile à comprendre pourquoi elle a accepté ce rôle. On comprend qu'elle savait qu'elle était destinée à se marier à un seigneur théonite, pour perpétuer un peu leur lignée. On comprend que pour elle c'est une histoire d'honneur, de tradition, et elle le dit même à un moment que quand elle est à l'université avec ses amis, elle veut pas nécessairement leur parler que c'est un peu son destin de devenir juste femme mariée pour produire des fils, parce qu'elle veut pas que sa culture soit jugée par des gens qui la comprennent pas. Et une part de moi peut comprendre ce raisonnement, mais une plus grosse part de moi a beaucoup de mal à l'accepter. Et au final, c'est ça, ça me fait juste beaucoup de peine pour elle qu'elle se soit retrouvée réduite à ça, et à vraiment une ombre de qui elle était. Mais en même temps, ça rend son personnage vraiment plus riche et complexe et hyper intéressant à suivre. Donc ça, c'est vraiment super en tant que lecteur. Et Mamoru, son fils aussi, était toujours hyper intéressant à suivre parce qu'on voit comment, malgré la façon dont il a été élevé, il arrive à s'éloigner de certains préjugés et de certains jugements sur les gens et tout. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup son personnage. Là, comme je vous disais, il s'est passé beaucoup de choses que je me serais attendue peut-être plus à voir à la fin du livre. Donc j'ai hyper hâte de voir qu'est-ce qui va se passer ensuite, de voir comment ça va influencer un peu comment Misaki est comme personne. C'est ce que j'ai vraiment le plus hâte de voir, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je vois pas comment elle peut continuer sa vie comme avant avec ça. Donc très curieuse de voir où ça va nous amener. Il y a beaucoup de choses qui ont changé là, donc on va continuer à plonger dans l'inconnu. Et honnêtement, je me régale. C'est une lecture hyper riche, extrêmement fascinante, vraiment bien construite, avec plein de façons de raconter les choses plus originales et avec vraiment une narration assez originale qui change un peu des schémas normaux de la fantasy et tout. Donc je passe un super bon moment, même si je pleure. A few moments later.
Ça y est, j'ai terminé The Sword of Kagan. Je l'ai dévoré, je l'ai lu. Tout ce qui me restait en quasiment une traite. C'était tellement une super bonne lecture. Oh my god. Assez violente quand même, bouleversante. Mais j'ai aimé ça, j'ai aimé pleurer en lisant parce que c'est rare qu'un livre me touche au point que je pleure. Ça me fait bizarre de dire ça parce qu'il y a énormément de livres qui me touchent beaucoup. Mais c'est vrai que je pleure pas si souvent que ça. Là, écoutez, vous l'avez vu, je m'y suis remise après la dernière update. C'était juste trop. Et il y a d'autres moments qui m'ont beaucoup émue. J'ai adoré ce que l'autrice a fait avec ce livre-là. J'ai aimé être surprise d'une certaine manière par la trame narrative, par la façon dont l'histoire se déroulait. Je trouvais que ça sortait un petit peu du commun des livres fantasy. Donc ça, très fan. J'adore les livres qui suivent pas nécessairement la même façon de faire un déroulé d'intrigue. Vous savez, souvent on a le héros ou l'héroïne qui au début doute de lui, qui se retrouve à faire une quête, qui vit plein d'épreuves, d'aventures, qui rencontre des gens en chemin, puis la quête se termine. Ça reste quand même un schéma assez classique de la fantasy, grosso modo. Il y a quand même plein de variations possibles, plein de choses que j'aime là-dedans. Mais j'ai aimé que ce livre-là s'éloigne de ça, qui nous propose vraiment une autre façon de raconter une histoire. Les personnages étaient géniaux. J'ai aimé, adoré leur évolution au fil du récit, franchement. Misaki, hyper intéressante. Même si, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal avec sa façon de voir certaines choses et certains choix, je peux les comprendre. Et j'ai beaucoup aimé suivre son personnage, le personnage de Mamoru aussi. On a une autre perspective qui s'ajoute un petit peu à la fin et un troisième personnage qui va se développer plus. J'ai aimé ça également. La deuxième partie du livre ne m'a absolument pas déçue. Elle est restée dans la lignée de la première. Je sais pas à quel point je peux en parler sans spoiler. Non, je vais pas le dire, ça. Ok. Non, je vais pas le dire parce que je veux pas spoiler la façon dont la narration est faite, justement, et les différentes parties du livre. Je pense qu'il y a plein de choses, c'est mieux que vous les découvriez vous-même. Donc je vais juste dire que c'était une très bonne lecture. L'univers est extrêmement riche. La plume de l'autrice est extrêmement prenante. Oui, c'est complexe des fois à comprendre. Les personnages sont top. Il y avait tout dans ce livre-là, tout pour me plaire. La seule chose que je vais dire, c'est que je me sens un petit peu, beaucoup, trahie. Parce qu'on m'a toujours dit, c'est un stand-alone, ça se lit tout seul. Et oui, c'est pas complètement faux. Mais qu'est-ce que je vois, moi, à la fin du livre ? Ça. Don't miss M.L. Wang Ongoing 2-Night Series. Donc en fait, oui, lui, c'est un stand-alone, mais il y a une série qui se passe dans le même univers et qui continue avec certains des personnages qu'on aperçoit dans ce livre-là. Donc je vais être obligée de lire la série maintenant. Donc c'est un semi-one-shot. Je me sens un petit peu eue. Personne ne me l'a dit nulle part. Dans aucune des vidéos que j'ai vues, les gens mentionnent qu'il y a une série associée à ce one-shot. Donc moi, je vous le dis. Qu'au moins vous le sachiez. Dans mon fichier lecture, il va quand même compter comme un one-shot. C'en est un. Mais je trouve que ça aurait été une information pertinente à avoir quand même. Je suis hyper contente d'avoir aimé cette autrice, sinon parce que j'ai déjà un autre livre d'elle dans ma pile à lire. Donc ça aurait été un petit peu gênant autrement. Maintenant, j'ai juste très hâte de le lire parce que je pense que les gens disent qu'il est encore meilleur que celui-là. Bon, je vais arrêter de fangirler sur ce livre. La note, maintenant. Ça a encore été beaucoup de réflexion avec moi-même. Et ça va être un 4.75 sur 5. Et ça aurait pu être un 5 sur 5. C'est juste que personnellement, il y a certains aspects au niveau de la violence qui étaient un petit peu trop pour moi. Et c'est vraiment un détail. Ça pourrait être un 5 sur 5, ça en est vraiment pas loin. Et ça a vraiment été une lecture que j'ai adorée. Ouais, 4.75, c'est quand même une excellente note. Et d'ailleurs, on va faire un peu le bilan des notes parce que, idéalement, si tout se passe bien, comme je vous disais, j'aimerais faire le même type de vidéo pour les lectures des Capas, mes Patreon, et pour vos lectures à vous, suite au sondage que j'avais posté, et j'aimerais comparer les trois en termes de notes. Donc si on met les 4 livres que j'ai lus et les différentes notes que j'ai données, je sais que Six Scorched Roses, j'avais dit 3,5 sur 5, mais en y réfléchissant, je vais la baisser en 3 sur 5. J'avais Porcelaine sous les ruines qui était un 4.25, The Emperor's Soul qui était un 5 sur 5, et The Sword of Kagan qui est donc un 4.75 sur 5. Donc au total, ça nous donne 17 points, si je me trompe pas. 17 sur 20. C'est quand même vraiment bon. Genre, cette vidéo a été une réussite pour moi parce que, pour la première novella, voilà, c'était moyen, mais les 3 autres livres, on est au-dessus du 4 sur 5. Genre, c'est génial. C'est 3 lectures que j'ai adorées. Donc, un vrai succès.
cette vidéo-là. Maintenant, j'ai hâte de voir si ça va continuer avec les 2 autres que j'aimerais faire dans la série. Ne soyez pas pressés, ça risque de me prendre plusieurs mois pour les faire parce que j'ai plein d'autres projets vidéo. J'espère que ça vous dérange pas parce que je sais que les gens qui font ça, en principe, les enchaînent quand même pas mal. Moi, ça va être étalé peut-être jusqu'à l'été. Donc ouais, j'espère que ça vous embête pas trop. Mais si ça vous embête, c'est la même chose, je peux pas faire autrement. En tout cas, j'espère que ce vlog lecture vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir ces livres-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être que j'explore l'an prochain en termes de critères. Si vous aimeriez que je fasse peut-être aussi une variante sur je lis les meilleures lectures d'Instagram ou de BookTok. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji épée, en l'honneur de ma dernière lecture, The Sword of Kagan. Et je vais terminer en remerciant infiniment mes Patreon, les Capas, de leur soutien. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, d'avoir accès à du contenu exclusif, de pouvoir discuter sur notre Discord, participer à nos lectures communes et plein d'autres choses, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.